Bonjour à tous, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Il est 15 heures, les participants nous rejoignent progressivement. On se donne 2-3 minutes et puis nous commencerons la séquence si vous le voulez bien. Je vous propose de débuter si vous le voulez bien. Bonjour à tous. Nous vous remercions de nous avoir rejoints pour ce temps d'échange dédié spécifiquement aux infirmiers libéraux à l'occasion de la mise en production de l'outil de la plateforme WebAES Ville. Ce webinaire est organisé par la mission Matisse en lien avec la mission nationale Primo, le GRS et le CPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Et il est enregistré, donc les gens, soit qui nous rejoindront tardivement, soit qui n'auront pu finalement nous rejoindre, pourront avoir accès au replay. Et vous avez la possibilité, pendant le temps de présentation ou à l'issue de la présentation, de poser vos questions sur le chat. Nous tenterons d'y répondre à la fin de nos communications. Et simplement pour vous dire rapidement la manière dont on va procéder, il va y avoir 3 temps de présentation. Le premier sur AES, risque professionnel pour les infirmiers libéraux, qui va être présenté par Isabelle Lolon, qui est cadre de santé à l'hôpital Bichat et membre du GRS. La deuxième présentation sera réalisée par Gabriel Birgan, qui est pharmacien responsable du CEPIAS Pays de la Loire et responsable de la mission Primo, sur comment prévenir le risque AES en ville, avec des notions de prévention et de conduite à tenir en cas d'AES, avec les outils de la boîte à outils Primo. Et enfin, moi, je présenterai, donc je suis Nathalie Floret, je suis médecin et responsable du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Je vous présenterai l'outil WebAES Ville qui a été développé sur une commande de l'Ordre national des infirmiers et qui est le fruit d'un travail en collaboration avec l'Ordre national des infirmiers et le GRS. Donc, je vais passer les diapositives. Donc, Isa, tu me dis quand tu veux qu'on débute. On peut y aller. Merci. Bonjour à tous. Je vais peut-être couper au cas où ma caméra pour des problématiques de réseau locaux. Donc, une première partie introductive où on va voir un certain nombre de choses à la fois sur notamment ce que c'est un AES, puis quels sont les risques associés à ces AES, quelques notions de prévention sur lesquelles je vais passer rapidement puisqu'après Gabriel va en parler dans la seconde partie. Donc pour qu'on parle tous de la même chose, hein, je vous rappelle qu'un AES, c'est un accident exposant au sang, donc c'est tout contact percutané
ce soit lié à une piqûre ou une coupure, que ça peut être également une projection à la fois sur une muqueuse buccale, oculaire ou sur peau lésée. Bien sûr avec du sang, mais aussi avec tout liquide biologique qui peut contenir du sang au moment de l'accident. Deux termes importants, à la fois on parle d'agent exposé, c'est la personne qui est victime de l'accident, et le patient source, c'est le patient qui peut potentiellement héberger à un moment donné un agent infectieux transmissible par le sang. En tout cas, dans les structures de soins classiques, c'est l'accident du travail le plus fréquent, et finalement, même si ça date des années 80, c'est assez récent. Sa prise en compte, elle est liée avant tout à l'épidémie du VIH dans les années 80. Alors, en termes de risques professionnels, on va s'intéresser aux 3 virus les plus souvent rencontrés dans le cadre de ces séroconversions professionnelles. Je vais passer rapidement sur l'hépatite B parce que j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un risque maintenant qui est bien connu et documenté à la fois sur les différentes enquêtes qu'on a pu mener, mais aussi grâce au réseau de surveillance national des AES. On connaît très bien la typologie des accidents dans nos structures de soins. On sait comment éviter ces accidents et je reviendrai rapidement tout à l'heure. Et on sait quels sont ceux qui sont plus à risque en termes de séroconversion, et notamment pour le VIH et aussi pour l'hépatite C. Mais finalement, la catégorie professionnelle qui a été le plus, je dirais, exposée à ce risque et pour lesquels il y a eu le plus de séroconversion professionnelle, ce sont les infirmières. Pourquoi les infirmières? Parce que ce sont elles qui réalisent les gestes les plus à risque, qui sont les gestes intravasculaires, avec des aiguilles creuses, notamment dans le cas des prélèvements intraveineux ou autres, et donc un risque qui est majoré à l'occasion de la survenue de ces accidents-là. Alors, un risque qui est documenté et maintenant qui est bien maîtrisé. Depuis les années 80, on a à peu près une 50aine de cas de séroconversion professionnelle pour le VIH. La dernière date de 2012-2013. Pour l'hépatite C, un risque un peu plus important. On est au-delà de 70 séroconversions professionnelles. Le dernier est plus récent, date de 2019. Mais des choses qui paraissent maintenant comme étant quelque chose de bien maîtrisé, parce qu'encore une fois, on a bien compris comment survenaient ces accidents-là. Donc des accidents qui sont maîtrisés, en tout cas pour ce risque-là, mais pour lesquels je pense qu'il faut maintenir notre vigilance. Probablement parce que des choses nouvelles vont arriver. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une émergence ou une réémergence d'un nouvel agent infectieux, le risque de la transmission au décours d'un AES se pose, et on a eu notamment, nous, à déplorer un cas de transmission professionnelle par le monkeypox. Et puis, probablement parce que les choses vont évoluer dans les prochaines années et on sera probablement amené à gérer des risques liés à des agents infectieux jusqu'ici peu présents. Je pense notamment au virus de la dengue, au chikungunya, etc., etc. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qui a joué sur la survenue de ces accidents? Finalement, c'est 3 choses. Un, c'est la diminution de la fréquence des accidents. Et on va y revenir sur cette diapositive. La deuxième, c'est une meilleure prise en charge des patients, notamment en termes de thérapeutique, les traitements antirétroviraux, le traitement pour l'hépatite C qui permet de guérir complètement une infection VHC. En tout cas, ça a permis une meilleure prise en charge des patients et une réduction de l'inoculum, de la source au moment de l'accident exposant au sang. Et puis, un troisième niveau, c'est une prise en charge rapide des professionnels au décours d'un accident exposant au sang, notamment avec la possibilité de donner une prophylaxie post-expo, notamment pour le VIH. Alors, le risque AES a bien diminué ces dernières années. Il y a à la fois 2 choses. Une première étude entre 90 et 2000 dans des secteurs de médecine et de réanimation où on a diminué de l'incidence des accidents par piqûre-coupure par 4. Avec, vous le voyez, à cette époque-là, 40% d'accidents qui, malgré tout, étaient considérés comme étant évitables par l'application des précautions standards. Et une diminution des risques était plus importante dans les services où il y avait des matériels de sécurité. Une deuxième étude plus importante qui visait à évaluer l'impact des matériels de sécurité et qui a clairement démontré que dans les services ou dans les hôpitaux où on introduisait de manière massive des outils qui permettent de limiter le risque d'accident par piqûre, notamment lors des prélèvements, la perfusion avec des aiguilles donc de recalibre à risque de séroconversion. Ces unités, on avait une diminution du risque des accidents par piqûre-coupure de l'ordre de 74%, pardon, lorsqu'ils étaient introduits de manière importante. Et puis au niveau national, donc ça c'est le réseau national de surveillance des AES,
où on a vu finalement entre 2008 et 2015 une vraie diminution de l'incidence des AES d'une manière globale, mais surtout aussi une diminution des accidents à risque par piqûre-coupure, notamment chez le personnel infirmier, où vous voyez, on est passé d'une incidence de 5,1 à 3,6 pour 2015, donc de manière très significative, avec encore une fois un bémol, c'est qu'on a toujours un pourcentage important d'accidents qu'on pourrait éviter, notamment dans une structure de soins, si on respectait ce qu'on appelle les précautions standards. Je vais y revenir là aussi tout à l'heure. Diapositive suivante. Alors, une étude un peu plus récente qui va nous amener progressivement vers le secteur libéral. Ça, c'est une enquête du GRS en collaboration avec l'ENRS en 2015. C'est la deuxième enquête qu'on a menée auprès des techniciens de laboratoire. Donc, on n'est pas dans les structures de soins hospitalières classiques, mais on s'intéresse aux laboratoires d'analyse médicale, notamment au personnel qui veut réaliser des prélèvements intraveineux, donc à risque, à la fois dans les laboratoires, mais aussi parfois dans des structures de soins ou à domicile. Là aussi, on a vu une diminution qui a diminué par rapport à 2005, d'un facteur 2 du nombre d'accidents par professionnel pour 100 équivalents temps plein, pardon. Et puis, quelque chose qui nous a permis de montrer qu'il y avait un gradient de risque qui était différent entre les établissements de santé, le laboratoire ou le domicile. Et vous voyez à droite sur la diapositive, en fait, on a un risque qui est plus important à domicile, un risque de survenue des accidents par piqûre-coupure, probablement parce que l'environnement est moins maîtrisé, probablement parce qu'il y avait moins de matériel à disposition et donc la survenue plus importante des accidents dans ces secteurs d'activité qui sont complètement différents, en tout cas, des services de soins classiques. Diapositive suivante. Quelques données, mais finalement, on n'en a pas beaucoup sur le secteur libéral et sur les infirmières libérales. Donc là aussi, c'est une première enquête qui avait été faite en 2013, donc une enquête descriptive en se basant sur des pratiques déclaratives. Vous voyez qu'il y a eu un peu plus de 1800 questionnaires qui ont été documentés auprès des infirmières du secteur libéral. Et la première chose qui nous avait interpellé, c'est que 62% déclaraient qu'elles avaient déjà été victimes d'un accident par piqûre-coupure lors de la réalisation d'un geste invasif. Et donc, si on regarde d'une manière un peu, je dirais, grossière, en rapportant au nombre de professionnels, comme on le fait dans le cadre de la surveillance, sachant qu'il faut pondérer un peu ces données-là, on voit qu'on a une augmentation très importante dans le milieu du secteur libéral par rapport aux structures de soins classiques. En parallèle, on voit qu'il y avait une vraie demande de la part de ces professionnels sur le volet justement post-exposition, à la fois sur qu'est-ce qu'il fallait faire quand on était victime d'un accident exposant au sang. Voilà, une personne sur deux ne connaissait pas la conduite à tenir en cas d'AES. 86% des personnes déclaraient ne pas avoir de documents à disposition qui leur permettent finalement de savoir ce qu'il fallait faire en cas de survenue d'un accident exposant au sang. Et puis, je pense une volonté, en tout cas, de ces professionnels d'être informés et notamment à la fois de ce qu'il fallait faire, encore une fois, quand on est victime d'un AES, mais aussi sur les méthodes de prévention pour éviter ces accidents lorsqu'ils surviennent. Diapositive suivante. Deux choses sur une enquête un peu plus récente, qui est aussi une enquête par questionnaire déclaratif, donc 2017. Vous voyez qu'il y a à peu près plus de 11 000 questionnaires qui ont été documentés. Et finalement, quand on essaye de demander aux professionnels quelles sont leurs perceptions par rapport à l'évitabilité de ces accidents, mais vous voyez qu'il y en a 80% qui déclarent que les accidents, en tout cas, auraient pu être évités, à la fois parce que effectivement, il y a probablement dans ces structures de soins qui sont encore une fois différentes des structures de soins classiques, des problématiques en termes de matériel, de ressources en termes de matériel de sécurité, et puis des difficultés à appliquer probablement les précautions standards, qui sont quelque chose qui sont assez simples, mais peut-être plus difficiles à mettre en œuvre dans le secteur libéral. Et puis des choses autour sur les pratiques déclaratives liées à ces accidents. Et 66% des personnes avaient déclaré leur accident, mais vous voyez qu'il y a une grande partie des personnes
qui n'ont pas engagé de procédure déclarative une fois l'accident survenu, tout simplement dans une grande partie par le manque à la fois de connaissances ou en manque de temps, ou en tout cas quelque chose qu'ils considèrent comme étant pas à risque et donc pas importante sur leur prise en charge. Diapositive suivante. Alors rapidement, donc ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'on a beaucoup de données sur le milieu hospitalier. On sait encore une fois très bien documenter les accidents, comment ça survient, comment les éviter, mais on a très peu de choses sur les accidents exposés en sang en milieu libéral. On a beaucoup de pratiques déclaratives en rétrospectif, un peu anciennes, et en tout cas, les seules données qu'on a à notre disposition montreraient qu'on a un taux de survenue d'accidents exposés en sang 10 fois supérieur à celui pour les professionnels qui exercent dans les établissements de soins. Et encore une fois, une évitabilité qui apparaît assez élevée. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, à la fois sur les équipements de protection individuelle, mais aussi sur l'acquisition, l'introduction des matériels de sécurité qui est présent en milieu de soins, mais probablement pas suffisamment dans le milieu libéral. Il y a beaucoup de questions autour de ces matériels de sécurité, de l'acquisition de ces dispositifs, les précautions standards et aussi tout ce qui peut être mis en place après la survenue de l'accident dans le cadre de l'exercice professionnel. Donc en fait, il y a à la fois un besoin de connaître ce qui se passe dans l'activité du libéral et probablement un certain nombre de mesures qu'on peut mettre en place assez vite pour réduire ce risque. Diapositive suivante. Alors rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les précautions standards, c'est un certain nombre de mesures qui ont montré leur efficacité, qui sont censées être appliquées pour tous les patients, hein, quel que soit leur statut sérologique. On n'est pas sur une stratégie de précaution ciblée, mais sur une précaution pour tous les types de patients. Un document qui a été actualisé assez récemment en 2017 par la SF2H, donc si vous voulez le récupérer, vous pouvez aller le faire sur le lien qui est dans le diapositive. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui permettent d'assurer la protection des professionnels et de les réduire le risque au maximum dans le cadre de l'exercice. Diapositive suivante. Donc, pas mal de choses, hein, et juste des choses qui paraissent aujourd'hui simples, standards dans l'exercice professionnel, mais probablement pas en place dans tous les secteurs. Donc, bien sûr, le fait de porter des gants, de réduire au maximum les procédures qui sont très à risque d'accident par piqûre-coupure, qui sont le recapuchonnage, le fait de ne pas désadapter à la main les aiguilles. Et donc, il faut organiser son soin de manière à privilégier soit l'usage unique, soit par l'acquisition de matériel de sécurité. Et encore une fois, on a très peu de visibilité aujourd'hui dans le secteur libéral sur les matériels qui sont à disposition des professionnels. La filière de gestion des déchets, sur lequel je pense Gabriel va revenir tout à l'heure, mais avec l'utilisation de conteneurs qui sont adaptés et puis un certain nombre d'équipements de protection individuelle qu'on a vu arriver notamment avec la prise en charge du Covid de manière un peu plus importante, tout ce qui est lié à la prévention du risque associé aux projections. Diapositive suivante. Un point sur lequel je souhaitais intervenir qui me paraît important, c'est le risque lié à l'hépatite B qui, vous savez, en France est parfaitement maîtrisé à partir du moment où on est vacciné. La vaccination, elle est à 100% efficace en sachant que lorsqu'on est exposé à un patient source porteur du virus de l'hépatite B, sur 100 accidents par piqûre-coupure, on a un risque de 30% d'avoir une séroconversion professionnelle. Donc, c'est une chose pour laquelle on a une couverture vaccinale qui est bonne en France depuis 90%, mais il y a encore un certain nombre de personnes qui passent à travers cette couverture vaccinale. Et donc, ce qui est important, c'est en tant que professionnel, s'assurer qu'on a un schéma vaccinal complet et surtout de pouvoir mesurer son taux d'anticorps anti-HBS, soit auprès d'un médecin du travail ou auprès de votre médecin de santé, qui vous permettra de vérifier si vous êtes bien, encore une fois, vacciné vis-à-vis de ce risque-là, puisqu'en cas d'accident, vous avez un risque élevé de séroconversion. Et il est possible de faire des choses au moment de l'accident pour éviter cette séroconversion. Diapositive suivante. Voilà, je vais finir par cette diapositive et je laisserai la place à Gabriel sur pourquoi un circuit post-AES. Alors, tout comme la prévention des accidents exposés en sang, il y a un contexte réglementaire en France qui est important et qui
qui exige la possibilité, en tout cas, d'avoir un avis auprès d'un médecin référent qui va être capable d'évaluer le risque lié à l'accident dont la personne a été victime. Parce qu'effectivement, en tout cas pour le VIH, il y a une nécessité d'avoir un avis très rapide après la survenue de cet accident, et notamment de savoir s'il y a besoin d'administrer un traitement prophylactique pour éviter l'infection par le VIH. Et donc, on a voilà cette durée de 24 à 48 heures qui est cette fenêtre finalement qui est importante et qu'il faut avoir en tête, notamment quand on a un accident potentiellement grave et à risque de séroconversion. Donc oui, il faut pouvoir permettre à tout professionnel d'accéder rapidement à un avis d'un médecin référent. Et puis après, il y a toute une deuxième partie qui consiste à savoir comment déclarer l'accident, notamment en cas de risque éventuel de séroconversion pour une prise en charge adaptée. Voilà pour ma partie. Sur les points que je souhaitais aborder, je laisse la place à Gabriel et peut-être qu'on fera les questions à la fin. Je ne sais pas. Oui, merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc Gabriel Birion, c'est CEPIAS Pays de la Loire. Alors, mon intervention va être assez rapide et a pour objectif de vous présenter deux outils qui ont été développés par mes collègues de la mission Primo de surveillance et de prévention des infections associées aux soins en médico-social et en soins de ville. Notamment ce premier outil qui est un recto verso, une affichette qui peut être imprimée, qui est d'ailleurs fait l'objet de pas mal d'impressions chez nous et on est en capacité de vous envoyer ces affichettes si vous le souhaitez. Elles sont également disponibles sur préventioninfection.fr ou notre site internet antibiorésistance.fr et qui a pour objectif à la fois de définir ce que c'est qu'un AES, mais là je crois que les définitions ont été assez claires avec celles apportées par Isabelle. La deuxième étape, c'est l'évaluation de la gravité de l'AES, donc la profondeur de la blessure, le geste qui a été réalisé, qui était générateur d'accident, le matériel qui était utilisé, donc le calibre et s'il s'agissait d'aiguilles creuses, puis également les caractéristiques du patient source, et notamment sa virémie si il était infecté, et puis ou alors il avait une virémie tout simplement, et de l'absence de traitement post-exposition en fonction du pathogène auquel l'agent ou le professionnel a été exposé. Donc voilà, ça c'est la première partie de cette affichette, et une deuxième partie qui est la conduite à tenir que vous avez en bas. Non, faut que tu reviennes sur la diapo précédente. Enfin, ça peut aussi, oui, ça marche aussi. La règle numéro 1, donc ne pas faire saigner. Ça, donc il y a 4 grandes règles. La règle numéro 2, c'est de laver à l'eau et au savon pendant 5 minutes. Et puis après, rincer abondamment et enfin désinfecter. Voilà, pendant 5 minutes. Donc les 4 règles essentielles de la première phase lors de la conduite à tenir face à un AES. Et puis lorsque l'on a une projection sur les muqueuses oculaires, eh bien, de rincer pendant 5 minutes avec de l'eau ou du sérum physiologique. La seconde étape, là, va être d'avoir un avis médical et d'essayer de consulter le plus rapidement possible dans les 4 heures qui suivent et au plus tard les 48 heures, comme ça a été dit par Isabelle, suivant l'exposition, un médecin référent. Et là, dans ce flyer, donc si Nathalie, tu vas sur la diapositive suivante. Il y a un QR code que vous avez en bas à droite. Alors depuis la Covid, on a beaucoup plus l'habitude de les utiliser. C'était moins le cas avant. Il suffit de placer son téléphone soit directement, soit en mode photographie sur le QR code et ça nous oriente vers la page de droite, qui est une page en ligne avec la carte de France que vous avez là, qui est, comme vous le voyez, répartie en régions. Et si vous cliquez sur la région qui vous concerne, vous avez accès à la liste des médecins référents pour la prise en charge des AES. Donc là, c'est un exemple, c'est le Corévi ici, en Pays de la Loire. Vous avez l'ensemble des centres et numéros de téléphone correspondants qui vont vous accueillir, entre guillemets, notamment qui vont répondre à vos questions lors d'un appel téléphonique face à un AES. Donc voilà, ça répond en partie sur cette première partie donc à la conduite à tenir, à la fois sur la phase directe et qui suit directement un AES, et également sur la prise de contact avec un médecin référent. Diapositive suivante.
Alors, au verso du document, vous trouverez les réponses aux questions potentielles sur le principe de la consultation à un médecin référent suite à un AES. Le premier objectif, c'est de collecter un renseignement médicaux concernant la personne source, bien entendu, puisqu'on va essayer de voir quel était le degré de risque et d'exposition lors de l'accident. La deuxième étape, d'évaluer le risque infectieux, donc à la fois sur la base des différents virus, ici VIH, hépatite B, hépatite C, et puis la couverture associée et la protection immunitaire de la personne exposée. Vérifier, donc voilà, comme je viens de le dire, le statut vaccinal immunitaire, et puis rédiger un certificat médical initial d'accident de travail pour une prise en charge assurantielle. Donc vraiment, ça c'est une phase essentielle, consulter le médecin référent. Je sais que c'est pas simple, qu'il y a beaucoup de barrières à cette histoire-là, mais voilà, ce qu'il y a derrière, c'est prendre soin de soi, de consulter et de déclarer pour anticiper des problèmes qui pourraient arriver suite à cet AES. Alors pour la prévention, Isabelle a déjà dit beaucoup de choses dans le cas des précautions standards. Hein. Ça ne sont que des redites ici. Les AES ne sont pas une fatalité. Il faut les prévenir en adoptant les bonnes pratiques, notamment par la bonne utilisation des équipements de protection individuelle et également du matériel qui est adapté. Donc, si risque de projection à tout liquide biologique et notamment au sang, il y a le port de lunettes anti-projection, le port d'un masque et puis d'une surdouze ou d'un tablier. Ou d'un tablier. Si on est en dehors de ces situations-là, il faut rester vigilant et porter des gants à usage unique dès que l'on a dès que ma peau est lésée, dès que le professionnel a une peau lésée, dès qu'on a un contact avec les muqueuses, et puis dès que l'on est amené à manipuler des liquides biologiques, quels qu'ils soient, et également dès qu'on manipule des objets piquants, coupants, tranchants. Puis la troisième partie, c'est celle que l'on va voir avec la vidéo juste après, c'est l'utilisation de matériel de sécurité, et notamment de collecteurs pour les objets piquants, coupants, tranchants, et l'élimination immédiate de ces OPCT dans ces collecteurs, de ne jamais recapuchonner, de ne pas réadapter, voilà, une aiguille, et on nettoie immédiatement le matériel à surface souillée de manière à éviter de s'exposer par la suite. Et puis une fermeture intermédiaire par le couvercle, mais ça on va le voir sur la vidéo juste après. Voilà, la deuxième partie de la présentation, c'est une vidéo courte, elle fait 2 à 3 minutes. C'est une animation qui permet de voir comment les objets, les conteneurs à objets coupants, piquants, tranchants peuvent être utilisés en secteur libéral. Voilà, c'est la diapositive introductive. Donc c'est vraiment une animation qui a été réfléchie en groupe pour les IDEL et pour l'utilisation de ces collecteurs. Donc Nathalie, je te laisse la passer. Vous souvenez-vous des bonnes pratiques sur l'utilisation des collecteurs pour objets coupants, tranchants et piquants, les OPCT? Lors d'une visite au domicile de vos patients, pensez aux collecteurs. Suivons le parcours de Lucas, infirmier à domicile, en visite chez Madame Dupont, patiente diabétique. Ah, j'oubliais de vous présenter les deux protagonistes, nos deux collecteurs. Ces solutions de protection et de prévention des risques pour vous et vos patients. Rouge est dédié aux professionnels de santé, c'est-à-dire vous. Et vert est exclusivement réservé à vos patients en autotraitement. Il existe différentes tailles de collecteurs en fonction du matériel à éliminer. Pensez-y. Lucas arrive donc au domicile de Madame Dupont, qui est diabétique, pour une prise de sang. Mallette, ok. Gants, ok. Collecteur. Lucas, tu prends pas ton collecteur? Madame Dupont dispose de son propre collecteur. Ben allez, je le prends. Okay. Pour savoir si votre collecteur est bien assemblé, rien de plus simple. Tendez l'oreille. Parfaitement emboîté. Lors de la mise en service d'un collecteur ou objet perforant, indiquez la date d'ouverture. Pour effectuer le prélèvement sanguin de Madame Dupont, Lucas prépare son matériel. Et seulement son matériel. Avant de procéder à la prise de sang, Lucas s'assure que tout est OK. Ah, Madame Dupont dit que son collecteur est saturé. La limite de remplissage est atteinte. Si c'est le cas, pensez à refermer définitivement le collecteur du patient. Tout est prêt?
C'est à toi de jouer, Lucas. Une fois la prise de sang effectuée, Lucas élimine son aiguille dans son collecteur et pense à le fermer. Pour votre sécurité, n'oubliez pas d'activer la fermeture temporaire. Et voilà, le tour est joué. Madame Dupont, n'oubliez pas de rapporter votre collecteur plein à la pharmacie et d'en demander à nouveau pour la suite de votre traitement. Et Lucas, bien utiliser ton collecteur, c'est bien te protéger. Pensez à vous protéger des accidents d'exposition au sang. N'oubliez pas, lors de la mise en service de votre collecteur, d'indiquer la date d'ouverture et le nom du cabinet. Respectez la limite de remplissage indiquée sur le collecteur. Activez la fermeture temporaire après chaque utilisation. Indiquez la date de fermeture définitive de votre collecteur. Le cabinet libéral se chargera de l'évacuation de votre collecteur en respectant les délais de stockage. N'hésitez pas à rappeler à vos patients en autotraitement qu'ils peuvent échanger leur collecteur plein en pharmacie. Nos 2 collecteurs, les solutions de protection et de prévention des risques pour vous et vos patients. Voilà, donc il y a donc des redites, hein, comme vous pouvez le voir, mais bon, globalement, l'ensemble des messages autour des collecteurs sont délivrés lors de cette petite vidéo qui a été faite en collaboration avec le GRS, et vous pouvez la retrouver sur antibioresistance.fr. Elle est également disponible sur préventioninfection.fr. Donc n'hésitez pas à la diffuser, à la revoir si nécessité. Donc voilà, vous avez ces 2 documents-là disponibles sur ces sites internet. Je crois que c'est tout de mon côté, Nathalie. Ok, du coup, je prends la suite sur la thématique comment améliorer la maîtrise des AES en ville avec un objectif qui est de connaître pour agir. Isabelle vous a présenté tout à l'heure les résultats qui ont été atteints dans les établissements de santé et qui ont permis d'avoir une sécurisation en fait de l'exercice des professionnels en établissement de santé et tout l'exercice qui a été celui de proposer des actions de prévention et d'ajuster les messages de prévention et ce qui a été fait dans les établissements, on a pu le faire parce qu'on connaissait la typologie des accidents dans ce secteur de l'offre de soins. Donc, comme on maîtrise bien et on prévient bien ce que l'on connaît, par analogie à ce qui a été fait dans les établissements de santé, eh bien, l'objectif de la plateforme Web AES était de mettre à disposition des infirmiers libéraux un outil spécifique qui permet de recueillir de manière standardisée les AES dont ils sont victimes dans le cadre de leur pratique quotidienne. Donc, c'est affiner la connaissance sur les types d'accidents. Alors, a priori, ce sont majoritairement, comme dans les établissements, des accidents percutanés, mais peut-être que les mécanismes, les circonstances de survenue sont un peu différents dans le secteur hospitalier et toute la singularité des AES du secteur libéral sera appréciée par la documentation en fait des AES sur cette plateforme. On pourra également documenter les modalités de prise en charge de ces accidents avec la notion de délai de prise en charge, de documentation des statuts virologiques du patient source, éventuellement de voir, enfin c'est pas éventuellement, de voir les traitements qui sont prescrits et le suivi qui est opéré. Et toute cette connaissance-là nous permettra in fine de définir, de guider, de hiérarchiser les actions de prévention qui pourront être réalisées. Alors, pour ce faire, l'outil Web AES a été développé. C'est une application développée par le CPIAS Bourgogne-Franche-Comté. La commande venait de l'Ordre national des infirmiers. Il y a eu un groupe de travail associant l'Ordre national des infirmiers, le GRS et le CPIAS Bourgogne-Franche-Comté. L'application, c'est une application qui est hébergée sur un serveur sécurisé du CHU de Besançon avec un accès sécurisé via ProSanté Connect où les infirmiers libéraux se connectent avec leur numéro RPPS. Et parce qu'on voulait un haut niveau en fait de sécurisation de cette application. La mise en production date du 9 décembre 2022 et elle est accessible sur la page de l'Ordre national des infirmiers, à peu près sur l'ensemble des sites des CPIAS et vous pouvez y accéder en tapant l'URL dans n'importe quel moteur de recherche aes-ville.chu-besançon.fr.
Alors, juste avant de vous faire une démonstration, simplement pour vous rapporter comment s'organise l'environnement et les fonctionnalités de cet outil, il y a une page d'accueil. Vous allez voir, le contenu est volontairement très limité. On a fait dans la parcimonie pour que ce soit simple d'utilisation, que ça ne vous prenne pas beaucoup de temps et que vous puissiez naviguer aisément parce que c'est particulièrement intuitif. Donc, il y a un menu en haut de la page d'accueil. Il y a 2 tutoriels. L'un qui rapporte une nouvelle fois le rationnel sur lequel s'appuie l'intérêt de documenter un AES. Un autre sur la droite qui est un tutoriel pour vous aider à naviguer sur l'appli, même si, encore une fois, vous pouvez vous en affranchir parce que c'est quand même ultra simple. On a le rationnel de la mise en place de la plateforme, une boîte à outils qui réunit les outils que Gabriel vous a montré juste un instant sur la prévention et la conduite à tenir en cas d'AES. Nous avons placé également un outil d'aide à l'analyse des causes, parce qu'à titre individuel, quand on est victime d'un AES, c'est aussi bien de se poser, de reprendre en fait la mécanique de l'accident, essayer de comprendre comment il est arrivé pour éviter en fait, mettre les barrières en place pour éviter qu'il ne se reproduise à l'avenir. Et cet outil-là a été développé par le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Nous avons mis en ligne le guide des matériels de sécurité du GRS et la carte de France que vous a présentée à l'instant Gabriel. Et puis, vous avez la possibilité de gérer les AES avec la saisie de l'AES, la visualisation, la modification jusqu'à la validation de celui-ci. Donc, sans tarder, je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. Donc, j'espère que vous voyez bien la page. Donc, voilà, quand vous rentrez votre numéro RPPS, la page Web AES de la plateforme, avec encore une fois en haut le fameux bandeau, le gros bouton pour déclarer votre AES, les 2 tutoriels que je citais juste avant, le rationnel quand on descend l'ascenseur, ainsi que les outils qui sont téléchargeables en bas de la page. Vous avez systématiquement un contact où vous pouvez envoyer une interrogation et celle-ci vient alimenter la foire aux questions. Donc, et le bouton à droite sur le bandeau, c'est pour vous déconnecter de cet applicatif. Donc, je vais déjà aller voir sur « Je déclare mon AES », c'est typiquement ce que vous devez faire. Alors, idéalement, c'est en complément, bien évidemment, la priorité, comme vous avez pu le voir, est de faire les premiers soins sans perdre de temps, de prendre un avis médical, pour voir si oui ou non la situation à laquelle vous avez été confronté justifie ou non la prescription d'un traitement post-exposition. Et puis, à côté de ça, si vous pouvez prendre quelques instants pour documenter cet AES sur la plateforme. Alors, ça n'a pas forcément un objectif individuel pour vous en direct, mais ça a un intérêt collectif parce que ça va venir alimenter une base de données nationale qui, une fois qu'on va arriver à la fin de l'année civile, va être anonymisée et analysée au niveau national pour, encore une fois, être en capacité de comprendre ce que sont les AES en ville, est-ce qu'ils sont ou non différents de ce que l'on observe dans les établissements de santé, et puis essayer de guider les stratégies de prévention. Donc, quand on clique sur « Je déclare mon AES », donc l'idée, c'est de ne pas y aller trop à distance, finalement, de votre accident, parce que vous allez probablement perdre peut-être la mémoire de l'heure de l'accident, de l'heure de la prise en charge, qui sont importants à avoir comme connaissance, parce que c'est quelque chose sur lequel on va travailler, mais également, ça va vous permettre de ne pas oublier peut-être l'accident et tous les éléments en fait qui sont importants de documenter. Donc, pour avoir une complétude qui soit la plus efficiente et la qualité de l'information, eh bien, il faut faire ça assez rapidement après l'accident. Donc, pour ce faire, on a développé une appli, vous allez voir, qui est extrêmement facile à renseigner. Une première partie, c'est un pavé qui est, qui est pré-rempli. Pré-rempli parce que quand vous allez rentrer dans votre application, vous allez avoir accès directement à les informations vous concernant dans le bouton « Mon compte ». J'y reviendrai après.
Mais tout cela vous permet d'avoir des éléments pré-renseignés et qui vous affranchissent, du coup, à chaque fois que vous êtes victime d'un AES, de devoir ressaisir, en fait, une énième fois les informations sur votre âge, votre sexe. Est-ce que vous êtes vacciné contre l'hépatite B? Est-ce que vous êtes immunisé contre votre hépatite B? En revanche, ensuite, viennent la documentation de l'accident avec des agendas qui sont mis en place pour vous faciliter la saisie, des coches, des cases à cocher et des systèmes de menus déroulants pour faciliter et optimiser le temps de remplissage. Vous voyez que sur certaines variables à documenter, il y a des astérix rouges. Ça, c'est ce qui rend en fait cette information obligatoire au renseignement. Alors, toutes sont hyper importantes, mais en particulier celles-ci, sans lesquelles en fait on ne pourra pas analyser l'AES à la fin de l'année. Et puis, sur d'autres variables, il y a des points d'interrogation qui ouvrent des pop-up pour justement vous faciliter la compréhension de ce que l'on souhaite en fait comme information sous telle ou telle variable. Donc, il y a différents pavés, il y a les circonstances de l'accident, l'heure, le lieu, l'exposition, était-ce une piqûre, une coupure ou une projection, l'acte que vous étiez en train de réaliser, vous pouvez le préciser et vous pouvez documenter le mécanisme, chacune de ces variables, encore une fois, étant obligatoire au renseignement. Ensuite, vous avez un paragraphe sur les matériels qui étaient en cause. Et si c'était un matériel sécurisé, celui-ci, la sécurité était-elle activée au moment de l'utilisation du dispositif? Les moyens de prévention qui étaient en place au moment de l'accident. Les informations sur le patient source avec l'intérêt particulier sur VIH, VHC et VHB. Et enfin, une partie sur les réactions à l'accident, sur les soins immédiats, sur la démarche d'évaluation du risque auprès du médecin référent, et puis est-ce qu'un suivi sérologique initial a été réalisé, un suivi de programmé et un traitement post-exposition de prescrit. Une fois que vous avez renseigné l'ensemble de ces informations-là, eh bien, vous enregistrez vos données et les AES auxquels vous avez été exposés vont venir s'incrémenter et vous allez pouvoir les visualiser. Donc, celui auquel vous avez été exposé le 14 décembre 2022 et ainsi de suite. Donc, sur mes AES, vous avez l'ensemble des accidents auxquels vous avez été exposé. Vous avez la possibilité de les visualiser. Donc, vous avez ainsi la possibilité de les modifier, sauf si, à un moment donné, vous avez renseigné l'ensemble des informations et il ne vous semble plus que d'autres informations aient à être renseignées. Du coup, vous allez valider votre AES et ça va se matérialiser sur cet environnement-là par un cadenas fermé. En revanche, vous voyez que l'accident du 22 février 2023, vous pouvez le visualiser, vous pouvez le clôturer, vous pouvez supprimer la fiche parce que finalement, ce n'était pas un AES. Et puis, vous pouvez le modifier si vous souhaitez le modifier. En tout cas, celui-ci, vous voyez, tant que le cadenas n'est pas fermé, vous pouvez le visualiser et le modifier. Donc voilà, grosso modo, comment vous allez gérer vos AES. Le bouton maison vous permet de revenir sur la page d'accueil. Donc encore une fois, vous déclarez. Chacun d'eux va venir alimenter mes AES. Vous pouvez télécharger également les AES sur un fichier Excel si vous le souhaitez. Et c'est l'ensemble des AES qui auront été validés par les infirmiers libéraux qui alimenteront la base de données et qui seront analysés à la fin de chaque année civile. Donc, pour revenir sur le bandeau, quelques autres onglets sont disponibles. Un bouton d'aide, vous avez le guide méthodologique, mais qui est long, mais néanmoins sur lequel vous pouvez vous appuyer si besoin pour remplir votre AES. Et une foire aux questions que nous venons alimenter systématiquement quand un infirmier libéral saisit un AES ou a une question en fait sur la manière de procéder, nous venons systématiquement implémenter cette foire aux questions. Mon compte, ce sont les informations qui concernent chaque IDEL avec le nom, le prénom, l'année de naissance, l'année d'obtention, le type d'exercice actuel, s'il réalise ou non des actes invasifs, les informations concernant les
la volumétrie des actes auxquels il peut être amené, qu'il peut être amené à gérer chaque semaine, s'il fait des actes lesquels, est-ce qu'il utilise ou pas du matériel de sécurité, des conteneurs pour objets piquants, coupants, tranchants, est-ce qu'il a des techniques qui sont encore une fois très à risque d'AES, notamment le recapuchonnage. Est-ce qu'il a été déjà victime d'un accident percutané? Cette protection sur la vaccination contre l'hépatite B et est-il immunisé contre l'hépatite B? Et est-ce qu'il a une assurance volontaire accident du travail? Donc, vous pouvez modifier ces informations-là chaque année pour être le plus à jour finalement de ce qui vous caractérise. Et encore une fois, ces informations, une fois ajustées, vous permettront, quand vous saisissez un AES, eh bien, de vous affranchir du renseignement du premier encart parce que les données seront prérenseignées. Et puis, nous avons mis un onglet avec une adresse électronique générique sur laquelle vous pouvez nous poser des questions au tout venant si vous le souhaitez au moment en fait de votre prise de contact avec l'application WebAES. Alors, pour continuer dans le diaporama, l'idée est que cette participation à cette surveillance est basée sur le volontariat. C'était exactement la même chose d'ailleurs dans le cadre de la surveillance qui avait été opérée entre 2002 et 2015 dans les établissements de santé. Donc, c'est basé sur la volontariat. C'est en complément, encore une fois, de la conduite à tenir immédiate. Il ne faut pas perdre de temps. La priorité est de réaliser les premiers soins. Mais c'est vrai qu'après, idéalement, si vous ne revenez pas trop tard pour documenter votre AES sur la plateforme WebAES, comme ça, vous avez l'entièreté des informations qui sont encore fraîches dans votre esprit et c'est un garant finalement de la qualité des informations qui seront saisies. En termes de perspective, l'idée est que vous vous appropriez cet outil-là qui, encore une fois, est fait pour vous et rien que pour vous au niveau de votre activité en extra-hospitalier, donc pour les infirmiers libéraux. Donc, il faut que vous vous appropriez cette plateforme. L'idée, c'est que, encore une fois, le questionnaire, on a visé dans la parcimonie, il est assez proche de celui qui était utilisé dans les établissements de santé et qui collige l'ensemble des informations qui nous donnent une bonne lisibilité finalement sur l'accident auquel les agents ont été exposés. Mais pour que ça puisse être une vraie force de frappe et que ça nous permette vraiment d'ajuster les moyens de prévention à la singularité de votre exercice, il faut vraiment que l'on ait une masse critique hyper importante. Pour information, en 2015, quand on avait la dernière année de la surveillance dans les établissements de santé, de la surveillance prioritaire AES Raisin, nous avions documenté plus de 14 000 AES. À ce jour, dans la base WebAES Ville, il y a entre 30 et 40 AES qui ont été documentés avec assez peu finalement d'infirmiers libéraux qui se sont connectés et a fortiori qui ont documenté leur accident. Donc tout l'enjeu c'est ça, c'est de faire connaître cet outil et c'est l'exercice aussi et l'intérêt du webinaire du jour et que vous puissiez aller régulièrement, c'est prendre le temps, ce petit temps pour documenter votre accident. Et nous vous remercions pour votre attention. Nous restons à votre disposition. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions d'ores et déjà sur le chat. Romane, si Oui, vous pouvez oui. dire. Alors, des questions. On a 2 questions pour l'instant. Donc, une question de Hervé Blanchard. A-t-on accès en tant que CEPIAS à une plateforme de démo afin de présenter si nécessaire l'outil? Alors, ça n'a pas été fait, mais on pourrait très bien le faire parce que là, ce que je vous ai montré, moi, c'est un mode avatar, c'est pas l'appli réelle, c'est un mode démo. Donc, on pourrait très bien, effectivement, mettre à disposition un accès à chaque CEPIAS pour qu'il puisse effectivement présenter et s'appuyer sur cette présentation-là. Oui, tout à fait, c'est jouable, pas de souci, Hervé. Il nous répond donc merci Hervé. Et puis ensuite, nous avons donc une remarque de
Hervé Genelot, Genelot-Chelebourg, président régional de l'Ordre, que vous connaissez peut-être. Et donc, il nous dit, le CROI Bourgogne-Franche-Comté peut plusieurs fois par an faire un rappel aux IDEL. Voilà. Oui, je l'en remercie. C'est vrai que ça participe, enfin, tous les efforts qui vont pouvoir être contemporains faits pour promouvoir cette plateforme, effectivement, sont les bienvenus parce qu'on n'a pas de lien à ce jour organisé, structuré avec les infirmiers libéraux comme on peut l'avoir avec les établissements de santé. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de relais sur le terrain pour pouvoir toucher les infirmiers libéraux. Donc, effectivement, tout l'exercice des ordres, des URPS et de tous les acteurs finalement qui vont pouvoir faire infuser cette plateforme-là au niveau national, sont les bienvenus, bien évidemment. Nathalie, moi j'avais une question peut-être naïve et idiote, mais bon, je me lance. Est-ce que le fait de renseigner un AES sur la plateforme a valeur médico-légale? Non, pas du tout. Non. Non, ça n'a pas de valeur médico-légale et c'est vrai que du coup, c'est autant l'outil développé par le CPIAS Nouvelle-Aquitaine qui permet de faire une analyse du risque a posteriori pour essayer de voir comment ça s'est passé et quelles ont été les prises de risque et autres. Ça, c'est un intérêt individuel pour l'agent parce que ça le fait se re-questionner sur ses pratiques et ça lui donne peut-être des pistes pour éviter qu'il ne se reproduise. En revanche, là, c'est vraiment un intérêt collectif. C'est pour la collectivité qu'il va venir documenter son AES. Donc voilà, c'est complètement déconnecté du caractère médico-légal. Il n'y a pas de lien d'ailleurs. Et puis, autant, parce que c'est un RPPS, donc ça c'était une exigence de l'ONI, c'est ce qui nous a un peu retardé finalement dans l'outil, parce que il fallait quelque chose vraiment avec un accès sécurisé. Et du coup, il y a des données nominatives sur la plateforme même pour chacun des agents qui va venir se connecter. En revanche, la base de données qui agrège l'ensemble des AES qui ont été documentés par les professionnels, elle est anonymisée. Là, pour le coup, il y a vraiment une déconnexion et il n'y a aucune donnée nominative en fait sur la base de données qui sera analysée au niveau national. Très bien, merci. On a une autre question de Madame Béatrice Lachaise, donc, qui nous dit « Bonjour, est-il possible d'organiser une information auprès des IDEL par l'intermédiaire d'une CPTS ?» Oui, oui. Alors nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on a déjà travaillé avec l'Ordre. On fait la promotion en parallèle. On a déjà réuni à l'occasion de plusieurs webinaires les infirmiers libéraux de Bourgogne-Franche-Comté. On a été également sollicité par un syndicat au niveau régional. On a été branché également par une CPTS. Donc encore une fois, toutes ces portes d'entrée qui nous font passer la porte pour trouver en fait nos cibles que sont les infirmiers libéraux sont à prendre, donc aucun problème. Et vous pouvez nous mobiliser. Alors, nous, au niveau Bourgogne-Franche-Comté, après, il appartient à chaque CPIAS de se positionner sur ce qu'il souhaite faire dans sa région. Je ne peux pas répondre au niveau de l'ensemble des 17 CPIAS, je réponds que pour le mien. En revanche, je sais qu'en Occitanie, il y avait déjà un exercice de présentation qui avait été fait en décembre dernier à l'occasion d'une réunion qui associe l'URPS et le CPIAS Occitanie. Donc, encore une fois, dès lors que vous jugez utile de présenter cet outil, nous, on se met en ordre de marche, quoi. Voilà. Eh bien, merci. Ensuite, nous avons une question de Madame Catherine Flan. Pourquoi faut-il indiquer la date d'ouverture des collecteurs OP ? Alors, vas-y Gabriel, parce que moi, je n'ai pas la réponse. Je sais qu'il faut noter quand on clôture la boîte de manière définitive, parce que c'est à ce moment-là que ça devient un déchet. Mais du coup, pour la boîte, enfin, en tout cas, nous, au niveau Bourgogne-Franche-Comté, on n'avait pas ce discours de noter la date d'ouverture. Je dois avouer que je ne sais pas non plus, effectivement. Isabelle, tu as une idée?
Non, non, mais moi non plus, mais en fait, il y a souvent une confusion là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est officiel, réglementaire, on est bien d'accord, c'est la date de fermeture. Voilà, donc ça, c'est obligatoire et on a un délai à partir du moment où on ferme le collecteur jusqu'à son élimination finale. Pour la date d'ouverture, ben non, je pense qu'il n'y a pas d'argument pour. Donc voilà, je pense que effectivement, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut revenir ou supprimer cette recommandation. Ouais, ouais, je Et vois pas souvent, on l'intérêt. a eu des visites par des experts sur des filières de déchets qui parfois peuvent exiger la date d'ouverture des conteneurs. Ça nous est arrivé. Nous, il a fallu argumenter derrière en s'appuyant sur le contexte réglementaire. Donc, ça peut être demandé dans certaines visites d'experts. Très bien, Ouais. merci. Enfin, s'il n'y a pas d'intérêt, il faut pas. Donc, on a une autre question. Donc là, c'est plus par rapport à la prise en charge donc financière, administrative et analytique du tube du patient source aux urgences les week-ends et les jours fériés. Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments d'information à ce sujet. Je n'ai pas de questions particulièrement, j'ai juste... Alors, Ouais, c'est tout l'enjeu de sécuriser le circuit et de faciliter le circuit de prise en charge des infirmiers libéraux, grosso modo aux urgences, parce que c'est vers les urgences en fait qu'ils iront. Alors le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas venir aux urgences avec le tube enfin, vous me rectifiez hein, si je dis des sottises, mais ils peuvent pas venir. Il y a plusieurs difficultés, et le problème, c'est qu'on n'a pas encore réglé ces difficultés-là. C'est que pour prélever en fait le patient source, il faut une prescription déjà faite par le médecin traitant du patient. Et puis après, il faut que les tubes soient envoyés au laboratoire. Je pense pas que la personne Midel victime d'un AES puisse arriver aux urgences avec les tubes du patient source pour que ce soit analysé dans l'établissement dans lequel en fait il est pris en charge pour son AES. Et c'est là-dessus en fait que on doit travailler justement pour essayer de trouver un circuit justement pour faciliter la prise en charge de ces professionnels-là en ville. Est-ce qu'Isabelle, c'est bien en fait tout l'enjeu, enfin Isabelle et Gabriel, de nos réflexions actuelles en fait pour essayer que les IDEL ne négligent pas l'accident auquel ils viennent d'être victimes, parce que bien souvent on se dit bon, on connaît le patient, a priori il n'est pas porteur d'un des 3 virus hématogènes, donc on peut négliger et on peut pas faire, on peut ne pas faire en fait comment ça s'appelle, la démarche d'évaluation du risque, premièrement, et c'est un peu ce que montrent d'ailleurs les résultats de l'enquête de l'ONI, c'est qu'il y avait plein de gens en fait qui n'allaient pas vers le service des urgences faire ces évaluations du risque. Et puis quand ils veulent faire cette démarche-là, ils ne peuvent pas interrompre leur visite parce que ils sont pas forcément tous en association et peut-être qu'il n'y a pas forcément les ressources à mobiliser pour venir prendre en charge les patients pour libérer l'agent le temps qu'il aille aux urgences. Et puis après, il y a la question d'effectivement le prélèvement du patient source, comment on le fait si on n'a pas forcément en fait le médecin sous le coude qui fait la prescription. Il y a 3 enjeux en fait, c'est signaler, comment faire que les gens signalent et ne négligent pas le risque, comment faire pour qu'ils aient accès à une évaluation du risque rapide et comment faire en fait pour qu'on puisse avoir une documentation du statut du patient source qui est là aussi hyper importante parce qu'elle participe aussi à l'évaluation du risque. C'est aussi au vu des résultats de cette évaluation-là que le médecin va guider en fait la stratégie de prise en charge de l'infirmier. Je ne sais pas si vous voulez. Moi, je rajouterais juste que finalement, s'il y a un accident à risque et qu'on n'a pas le statut sérologique du patient, de toute façon, à mon avis, le médecin référent proposera une prophylaxie, quitte à arrêter la prophylaxie dans un second temps lorsqu'il aura le résultat
finalement du dépistage, quoi. Mais effectivement, c'est une problématique. Mais je pense que ça passe plus par soit le médecin traitant ou qui pourrait prescrire, ou en tout cas qui pourrait, c'est le circuit habituel, je pense, en ville. Je sais pas, Gabriel, si tu as plus d'infos. Mais s'il y a un accident à risque, il y aura une prophylaxie proposée, de toute façon, quitte à l'arrêter dans un second temps. Oui, je vois pas de toute façon d'autres schémas que la prescription par le médecin traitant. Et le prélèvement sauvage, c'est évidemment à ne pas faire. Justement, tout l'enjeu, c'est d'avoir un numéro de téléphone accessible rapidement pour éviter d'avoir le déplacement à faire à 30 ou 45 minutes de route et de patienter 2 heures aux urgences, quoi, voire même plus. Donc c'est les Corévis, de mon point de vue, en tout cas la connaissance que j'en ai ici en Pays de la Loire, répondent facilement au téléphone. Et là, il y a des prises en charge adaptées qui se font, individualisées, qui se font en fonction de la circonstance avec des infectiologues au bout du téléphone. Donc, je crois qu'en fait, le principe de l'appel téléphonique, à mon avis, doit se faire. Il faut juste avoir le bon numéro de téléphone sous la main pour pouvoir appeler et puis avoir un interlocuteur au bout du fil, quoi. Et après, l'ensemble des points derrière sont à discuter et puis à voir quelle conduite on peut avoir avec cet infectiologue. Mais voilà. Je crois que c'est vraiment ça, l'accès à un numéro de téléphone. Il faudrait presque que chacun ait dans son smartphone un numéro de référence avec le AES où on appelle dès qu'on a un AES, quoi. Merci. Et donc peut-être une dernière question. De Monsieur Hassan Bari, quel sort est réservé sur le plan professionnel pour les victimes d'AES? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, la question quel sort. Oui. En tout cas, s'il y a une personne qui est victime d'un AES, donc il y a un système de prise en charge, mais qui suppose une déclaration. Donc autant au niveau des établissements de soins, voilà, c'est bien cadré. Autant en libéral, je pense qu'il y a un système en place, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a le système assurantiel auquel il faut adhérer, je pense. Mais il doit y avoir un système de déclaration et un système de prise en charge si jamais par derrière il y a une problématique de surconversion. Je pense que c'est pris en charge d'une manière générale. Je pense que c'est ça la question, je sais pas. J'imagine que c'est s'il y a ces reconversions, qu'est-ce qu'on devient, quoi. C'est ça le. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction pour les professionnels à exercer, même si on est porteur de, je dirais, du VIH ou du VHC. Il y a une évaluation du risque qui est prise en compte, mais il n'y a pas d'interdiction si jamais on a un professionnel séropositif. Il y a une évaluation du risque qui permet d'exercer, je pense, par contre. En tout cas, c'est un peu comme ça que c'est prévu. De la même manière que des personnes séropositives peuvent s'engager dans une démarche de formation pour devenir professionnel de santé. Ça, c'est validé. Merci. Du coup, il n'y a plus de questions pour le moment. On peut peut-être clôturer. Je vous propose de clôturer. Donc, vous aurez accès au replay qui sera mis en ligne sur le site du REPIAS dans la semaine, les 15 jours à venir peut-être. Et n'hésitez pas du coup à regarder, aller vous balader sur cette appli pour pas à la limite vous pouvez la télécharger. Elle a été réalisée et elle est optimisable sur n'importe quel smartphone également. Et comme ça, vous l'avez sous le coude au cas où. Et puis, même chose, comme disait Gabriel, peut-être avoir systématiquement sur vous un numéro de téléphone si vous deviez être exposé à ce type d'événement dans le cadre de votre exercice quotidien. Et nous vous remercions d'avoir participé à cette séquence. Et puis, bon après-midi à tous. Au revoir.
Merci. Au revoir, merci à Au tous. revoir.